Comme je vous l'ai annoncé, pour vous donner le point de vue du notaire, nous avons invité Pierre Niquez, qui est non seulement notaire, mais qui est président honoraire de la Fédération royale du notariat belge, membre du conseil de surveillance de la FSMA, et puis qui, pendant de nombreuses années, a enseigné le cours de droit notarial des personnes morales dans le master en notariat. Et Édouard Jean et moi-même avons le plaisir et l'honneur de lui succéder depuis le mois de février. Et je lui cède la parole. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci d'abord de rester aussi tardivement. Je ne peux que vous remercier. Je salue les confrères qui sont dans la salle. Donc ça prouve que le notariat est toujours présent, même à des heures tardives. Alors, je pense que j'ai eu le droit, le président de séance m'a fait l'honneur d'une bande-annonce. Alors toujours le problème quand il y a des bandes-annonces, c'est que généralement le meilleur est dans la bande-annonce et que le film est très décevant. Donc j'espère ici, Monsieur le Président, que quand même il y aura un tout petit peu plus que dans la bande-annonce et j'espère à ce niveau-là ne pas vous décevoir, mais c'est peut-être un vœu pieux. Alors, vous l'avez entendu, et inutile de vous dire, vous voyez à l'examen des exposés qui vous ont été faits toute cette matinée, tout cet après-midi, que les modifications proposées sont sur de nombreux points importants. Abolir des distinctions dépassées, réduire le nombre de formes de société, limiter le gold plating, éviter l'envahissement du droit des sociétés par des normes conçues uniquement pour les sociétés cotées, rendre de la liberté aux acteurs économiques, ce sont certainement des mesures nécessaires. Et avec Édouard Jean, en 2009, nous nous étions déjà posé la question, Édouard, est-ce que le paysage, le polymorphisme du paysage sociétaire belge a-t-il encore un sens ? Je pense qu'aujourd'hui, vous avez la réponse. Alors, le législateur essaye de répondre à cette problématique, essaye de moderniser le droit des sociétés en combinant liberté, moins de formalisme, plus de souplesse. Alors la question est de savoir mais quel est le rôle, quelle est encore l'intervention du notaire et quelle est la plus-value qu'il peut apporter dans ce nouveau paysage. Et donc vous me permettrez dans un premier temps de parler de moi-même, c'est-à-dire de l'intervention notariale. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est un bon précepte que nous connaissons en matière juridique. L'intervention notariale, je pense qu'il me paraît essentiel. Si un jour, je l'espère, vous allez pouvoir lire la version, je ne sais pas si ce sera la version 1, la version 2, la version 3, la version 4 de l'avant-projet qui deviendra, on l'espère, un jour la loi, mais je pense qu'il me paraît essentiel de faire clairement la distinction au niveau de la constitution de la société entre l'acte constitutif, les statuts et les dispositions finales. Alors vous allez me dire, c'est une évidence, pas tellement que ça, et je ne peux m'empêcher ici de penser à une des co-auteurs du Code de 1999, Annette Benoît-Maury, qui avait fait un travail remarquable en 1999 et qui avait déjà insisté sur cette nécessité de bien distinguer les trois éléments. Pourquoi ? Parce que cela a une importance dans la procédure et l'intervention notariale. J'ai toujours plaidé sur le fait que l'acte de constitution devait nécessairement se subdiviser en trois parties. D'abord, je dirais, ce qui est des éléments, les statuts, mais les statuts n'étaient pas l'essentiel de l'acte constitutif. Il y avait également d'autres parties dans l'acte constitutif qui ne sont pas des clauses statutaires proprement dites. Et donc, je pense qu'il est de plus en plus essentiel de bien distinguer dans l'acte constitutif trois parties. Une première partie qui reprend tous les éléments contingents relatifs à la Constitution proprement dite, l'identité des comparants, des fondateurs, la description des apports. Une deuxième partie qui comprend les statuts proprement dits, c'est-à-dire la dénomination, la durée, le siège, vous verrez, je dirais, les mentions qui sont obligatoires. Et une troisième partie, les dispositions
temporaire. Les statuts sont ainsi élagués d'éléments circonstanciels qui n'intéressent pas les tiers. Et ceci facilite également ultérieurement une coordination des statuts dont on peut espérer qu'un jour il y aura une banque de données des statuts coordonnés. Alors, si vous lisez la version 1, mais j'ose espérer qu'on ne vous imposera jamais ce travail qu'on nous a imposé de devoir lire et relire la version 1 et que vous pourrez tout de suite passer à la version 2 qui sera modifiée. Si vous lisez la version 1, vous verrez que le texte mélange statut et acte constitutif, ce qui est très difficile dans la mesure où il y a des mentions qui doivent figurer dans les statuts uniquement et des mentions qui peuvent figurer dans l'acte constitutif. Et cette distinction est essentielle parce qu'elle est primordiale sur la portée de l'intervention du notaire et les cas dans lesquels il faut effectivement un acte notarié. Pourquoi? Parce que si l'on regarde le principe de base demeure identique. C'est que l'article 2.4, mais ne retenez pas les numéros d'articles vu qu'ils vont déjà tous changer dans la version 2, donc ne faites pas cet effort inutile. Déjà moi, je ne me rappelle déjà pas des articles du Code des sociétés, alors figurez-vous que je ne vais pas commencer à prendre des articles d'une version qui sera, je dirais, modifiée. Mais l'article du CSA, et je n'aime pas non plus cette expression de CSA, j'ai toujours l'impression que je suis devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais l'article 2 du CSA reprend le système antérieur en disant que l'acte constitutif des SRL, SC, SA, SE, SCE et des AISBL et des fondations doit être reçu par acte notarié. L'acte authentique est nécessairement requis pour la Constitution. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là et je vous dirais que c'est un système qui est conforme à la première directive européenne. S'agissant des modifications des statuts, l'article 2 prévoit en son alinéa 1 que toute modification de l'acte constitutif doit être faite à peine de nullité dans la forme requise pour cet acte. Et vous voyez une fois de plus que l'on confond là acte constitutif et statut. Ce qui requiert un acte authentique, ce n'est pas la modification de l'acte constitutif, mais c'est la modification des statuts. Et il faudra être attentif. Alors, je vais utiliser les circonvolutions qu'ont utilisées les précédents orateurs. Il serait judicieux que dans la version 2 du projet, le législateur fasse clairement la distinction entre les mentions qui doivent figurer dans les statuts, par exemple le siège de la société, et les mentions qui doivent figurer dans l'acte constitutif, par exemple le site Internet de la société. Alors, l'acte constitutif ne requiert pas d'acte notarié pour être modifié, mais les statuts bien. Le législateur prévoit 3 exceptions à ce principe. Alors, il y en a 2 que vous connaissez déjà, qui sont celles en vigueur pour les AISBL et les fondations. Vous savez que quand on a réformé en 2002 la loi de 1921 pour les AISBL et les fondations, on a fait une gradation dans les modifications en disant que les modifications mineures pouvaient être faites par acte sous seing privé, les modifications majeures par acte authentique et enfin pour celles qui étaient reconnues d'utilité publique, c'est-à-dire les AISBL et les fondations d'utilité publique, eh bien c'était l'arrêté royal d'approbation qui constituait l'acte modificatif. Donc là, il n'y a pas de changement. Par contre, la nouvelle loi introduit une nouvelle exception à cet acte authentique en prévoyant que, je vous cite le texte actuel,
que les statuts peuvent autoriser l'organe d'administration à déplacer le siège dans la même région linguistique et à modifier le site web et l'adresse mail de la société, ainsi qu'adapter les statuts à cet effet sans acte notarié. Encore une fois, je pense qu'ici, on confond les deux notions, les mentions qui doivent figurer dans les statuts, et pour moi, le siège est une mention statutaire et donc son déplacement requiert un acte authentique, malheureusement, et même s'il y avait une habilitation statutaire au conseil d'administration, la conformité avec la première directive européenne exige cet acte authentique. Deuxièmement, vous me direz qu'on a l'impression à lire le texte qu'il n'y a en Belgique que 2 régions linguistiques et il y a quand même encore une région bilingue de Bruxelles-Capitale. Et enfin, s'agissant de la modification du site web et donc de l'adresse mail, je pense que ces mentions ne doivent pas figurer dans les statuts, mais dans l'acte constitutif. S'agissant de l'étendue de l'intervention notariale, il n'y a pas de grand-chose qui a changé dans le nouveau code. Le nouveau code maintient également l'attestation de légalité en cas de souscription du capital pour la société anonyme, en cas de fusion, scission et d'opération assimilée, en cas de dissolution, en cas de constitution d'une société européenne ou d'une coopérative européenne et en cas de fusion transfrontalière. Et je regrette que le législateur n'ait pas profité de cette situation pour clarifier la formulation. Vous savez comme moi qu'en cas de dissolution, nous devons attester l'existence et la légalité externe des actes et formalités qui incombent à la société auprès de laquelle nous instrumentons, tandis qu'en cas de fusion ou de scission, nous devons attester la légalité interne et externe. On s'est toujours demandé ce que cette attestation de légalité interne ajoutait. Le Conseil d'État, déjà à l'époque de la transposition des 3e et 6e directives, s'était posé la question, d'autant plus que le texte lui-même des directives européennes ne faisait pas cette distinction entre la légalité interne et externe. Et deuxièmement, je me suis toujours demandé, mais sans doute suis-je un peu naïf, en quoi cette attestation de légalité se départissait du devoir habituel de conseil que le notaire devait avoir. Et je pense que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'attestation de légalité que le notaire devrait passer un acte qui serait illégal ou frauduleux ou de nature à causer un préjudice à un tiers. Dans ces cas-là, attestation de légalité ou pas, le notaire doit refuser de prêter son ministère. Vous verrez, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour les AISBL et les fondations, on a supprimé l'attestation de légalité qu'on avait introduite. Je le regrette un peu parce que c'était, lorsqu'on l'a introduite en 2002, c'était quand même une certaine mesure d'assurer une certaine viabilité, à tout le moins en matière de fondation, sur la pérennité de l'entreprise et le respect au moins de la condition d'affectation de patrimoine. Dernier aspect de l'acte notarié, le projet s'est lancé dans la matière délicate de l'emploi des langues. Et vous savez comme moi que la matière de l'emploi des langues montre combien la Belgique est un pays qui aime le surréalisme. Et que si nous avons d'excellents peintres surréalistes, mais nous le devons certainement à notre environnement juridique. Et donc le législateur avait pu espérer, et l'avant-projet prévoyait qu'on aurait pu rédiger des pièces à déposer au choix de l'organe d'administration en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais.
Ceci à l'exception de l'acte constitutif ou des actes portant modification des statuts. Le Conseil d'État a rappelé que la matière de l'emploi des langues pouvait ressortir de la compétence des communautés et donc qu'il y avait, je dirais, à cette matière quelques difficultés. Et je pense qu'on ira vraisemblablement vers le système tel qu'il est prévu dans la première directive, telle qu'elle a été coordonnée en 2009, c'est-à-dire un dépôt obligatoire dans l'une des langues autorisées en vertu de la législation sur l'emploi des langues et des dépôts volontaires dans des langues officielles de la communauté européenne ou dans toute autre langue, et qu'en cas de discordance entre le dépôt obligatoire et le dépôt volontaire, la traduction volontaire n'est pas opposable au tiers. Mais donc, vous le voyez, pour l'intervention notariale et la portée de l'intervention notariale, je ne pense pas qu'il y a de grands changements. Par contre, quant au contenu de l'acte notarié de constitution, là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. On l'a dit tout au long de la journée, le droit des sociétés fait le pari d'un droit flexible, simple et prévisible. Et le CSA, je vais essayer de me faire à cette appellation, ouvre de nombreux espaces de liberté qui nous étaient jusqu'à présent totalement inconnus. Alors, je pense que d'autres l'ont montré également au cours de cette journée. Ne croyez pas que simplicité signifie nécessairement moins de formalisme. Un orateur a parlé dans la matinée « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Et donc, quelquefois, il faut le reconnaître, eh bien, la simplicité s'accompagne de plus de formalité. On l'a vu au niveau des rapports. Dans certains cas, on se rend compte qu'on pousse peut-être un peu trop loin la simplification. Alors, deux exemples des extrêmes. Vous me permettrez de reparler du plan financier. Vous avez vu que le Code maintient ce que l'on avait fait à l'époque pour la Starter, c'est-à-dire qu'il prévoit un contenu minimum de ce plan financier, mais à la différence de ce qui avait été prévu pour la Starter, ici, le législateur n'impose pas l'assistance obligatoire d'un professionnel du chiffre. Alors, j'ai toujours été perplexe sur ce choix. Et je le suis encore plus à l'heure actuelle sur la pertinence de ce choix. D'une part, j'ai toujours été perplexe quant à l'utilité réelle du plan financier. Vous savez que le plan financier a été introduit en Belgique en 1978 dans le cadre de la loi anti-crise. C'est un particularisme du droit belge et que par cela, on cherchait à éviter le nombre de faillites et que l'on crée à la légère des sociétés sans capital suffisant. Alors, si le plan financier était à ce point efficace, la Belgique devrait être le pays qui connaît le moins de faillites dans les premières années d'existence de la société. Eh bien, malheureusement, il n'en est pas le cas. J'ai ici les derniers chiffres des faillites en 2017 et par rapport au nombre de constitutions de sociétés, il faut savoir que si vous avez à peu près 10 000 faillites en 2017, 6 280 sont attribuables à la SPRL, alors qu'au niveau du nombre de constitutions de sociétés, ou plutôt de constitutions d'entreprises, vu que cela englobe les indépendants personnes physiques, la SPRL ne représente que 20% du nombre de créations d'entreprises. Et c'est ce qui avait fait dire dans une étude de Grédon de 2004 que la SPRL, je cite, était la forme juridique adaptée par la plupart des PME belges, se profile comme étant la plus dangereuse. Avec
ça m'amuse toujours, c'est que si vous regardez les chiffres des faillites, ils interviennent toujours essentiellement dans la 4e année. On se demande pourquoi on ne déclare pas la faillite dans les 3 premières années d'existence où on la repousse. Donc, je ne sais pas, je dirais, si le plan financier apparaît à ce point comme important pour justifier l'absence de capital, mais je pense alors qu'il faut être logique. Il faudrait au moins qu'il y ait quelqu'un qui vérifie la crédibilité de ce plan financier et il me semble que l'assistance d'un professionnel du chiffre serait à ce niveau-là obligatoire. Le deuxième exemple, c'est l'attestation bancaire. Alors ça, on la supprime dans la première version du projet. Donc quand vous faites des apports en espèces, il ne faut plus d'attestation bancaire. Alors les notaires qui seront dans la salle, à une époque où on nous serigne qu'il faut respecter les lois anti-blanchiment, qu'il faut veiller, je dirais, au contrôle des flux financiers, sans attestation bancaire, je ne sais déjà pas très bien. On ne sait déjà pas le faire très bien quand il y en a une, mais quand il n'y en a pas, ce sera encore plus simple. Donc là aussi, pour utiliser les circonvolutions des orateurs de cette matinée, j'espère que dans la version 2, on va réinstaurer une attestation bancaire. Alors, au-delà de ces exemples, c'est vrai que le nouveau CSA offre des plages de liberté exceptionnelles et le plus bel exemple en est la SRL. Vous me permettrez quand même de dire qu'il y a quelque chose de paradoxal rien que dans l'appellation de cette SRL, parce que dans l'exposé des motifs, on vous dit qu'il faut supprimer le P de SPRL parce que la société n'est plus une société privée, mais alors mon néerlandais est sans doute un néerlandais de base, mais je ne comprends pas alors pourquoi on l'a traduit encore par besloten vennootschap. Mais bon, je ne suis pas niet perfectuitalig, mais voilà, je dois encore apprendre certaines choses. Et donc, parce que de privé ou de fermé, la SRL n'a absolument plus rien. Et donc, pour nous, ce sont des espaces de liberté totaux. Avec un deuxième paradoxe, vous me permettrez de le souligner, c'est qu'on va vous dire « tout est permis ». Vous pouvez tout faire, créer des titres. Bon, on a dit le matin, la formulation du texte légal est un peu mystérieuse. On peut faire tout ce qui n'est pas interdit par la loi. Je dis toujours, je vais créer des obligations en les appelant obligations convertissables. Est-ce que ça veut dire que parce que je les appelle autrement, elles ne tombent pas sous la réglementation légale? Mais on nous dit, c'est merveilleux, vous pouvez tout faire en SRL. Mais attention, il y a une chose que vous ne pouvez absolument pas faire. Et j'attire l'attention des notaires dans la salle, ils commettraient un crime s'ils faisaient une SRL avec du capital. Ça, c'est strictement interdit. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour créer toutes, je ne vais pas dire, vous m'excuserez, les usines à gaz, parce que tout à l'heure, un orateur a dit mais un client raisonnable ne fait pas ça. Malheureusement, sans doute, suis-je mal placé ici en Brabant wallon, mais moi je n'ai que des clients déraisonnables. Ils veulent toujours ce que personne n'a jamais imaginé. Et ils veulent toujours avec un aspect où je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours animés de la volonté de faire du bien à leur coassocié, ni de le protéger. Et donc, voilà, tout est permis. Il faudra être attentif à cela. Je vous rappelle, tous les apports sont permis. On l'a déjà souligné ce matin. J'adorerais lire le rapport du réviseur d'entreprise quand il s'agira d'un apport en industrie qui n'est soumis à aucune obligation de libération. Je remercierai le premier réviseur qui aura fait ce rapport de me l'envoyer. Je pense qu'il sera très instructif sur la manière de valoriser un apport en industrie. Vous avez des choses bien évidemment qui sont fondamentales et on ouvre des portes de liberté. Au niveau, on évite
et ça vous a déjà été dit ce matin au niveau de l'acte constitutif. Bon, on supprime la procédure des quasi-apports, ça, j'ai pas compris pourquoi. Au niveau du droit de vote, là, pour nous, notaires, c'est vraiment ce qui va, je pense, créer le plus de bouleversements, c'est qu'il n'y a plus de lien entre l'apport et la puissance votale. Et donc, vous pourriez avoir une société où l'un des associés apporte 1 million d'euros et reçoit une part, et l'autre qui apporte son industrie et qui reçoit également une part. Donc là, ça va être révolutionnaire. Et ce matin, quelqu'un a cité Karl Marx, comme on supprime le capital. Je ne peux pas m'empêcher, j'étais il n'y a pas tellement longtemps en Russie, et Staline disait « ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est la manière dont on compte les votes ». Ça deviendra à peu près ça. Donc ça nous ouvre des mouvements, des faveurs, je dirais, et je pense qu'on dit que c'est plus de liberté, mais ça ouvre un système, je dirais, vraiment excessivement intéressant. Au niveau de la gestion aussi, alors le vocabulaire aussi, oublier les parts dans les SRL, tout le monde a des actions, oublier les associés, on est tous actionnaires, oublier les gérants, on est tous administrateurs. Donc il va y avoir des espaces de liberté nouveaux. Il y a des choses, je dirais, qui me paraissent un peu excessives. Vous me permettrez d'en citer une. C'est qu'on vous a parlé d'émissions d'actions nouvelles, et il faut savoir que l'émission d'actions nouvelles nécessite une modification des statuts. Mais si vous faites des apports supplémentaires sans émission d'actions nouvelles, cela n'est soumis à aucun formalisme et à aucune publicité. Et donc, je pense que là, je crains qu'il n'y ait à ce niveau-là des abus. J'imagine très simplement, j'ai une vieille tante que je chéris de tout mon cœur, et on constitue une société, elle met 1 euro, elle a une part. Je mets 1 euro, j'ai une part. Et puis 2 jours après, je me dis, mais tantine, j'ai vu que tu avais un compte chez De Grove. Il y a 1 million d'euros sur ce compte. Est-ce que tu ne ferais pas un apport supplémentaire? Mais tu n'as pas besoin de part nouvelle. À quoi ça te servira? Et donc, on va même me donner peut-être un peu plus de droit de vote. Donc, je pense qu'il faut être quand même attentif à cette procédure. Et là, pour moi, elle manque de rigueur et de contrôle. Je pourrais vous parler aussi de la démission à charge du patrimoine social. Là aussi, on a introduit en SRL ce qu'on faisait en coopérative, c'est-à-dire que vous pouvez demander votre retrait de part. Mais pour ceux qui connaissent un peu la coopérative, et j'ai quelquefois cette prétention, si vous regardez en coopérative à l'époque, on avait toujours dit, quand il y a un retrait de part, la valorisation doit toujours se faire sur base des comptes annuels de l'année où a lieu la démission. Pourquoi? Nous sommes ici le 8 février. Je me rends compte que l'année 2017 fut exceptionnelle. Mais l'année 2018, quelle catastrophe! J'ai bien évidemment, si on me dit que ma valorisation des parts se fait sur le bilan de l'année dernière, vite, je démissionne, alors que c'est ce qu'on avait toujours voulu éviter en coopérative, c'était de dire, si vous démissionnez, la valorisation se fait sur base du bilan de l'année en cours. Donc, on le voit, il y a certainement des éléments de liberté. Et on le voit, cette liberté, elle présente des risques. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on peut limiter ces risques de la liberté.
Je n'ai pas de réponse. Dans un article récent paru au RPS-TRV, que je vous conseille de lire et auquel je vous conseille de vous abonner, Guy Horsmans, dans un amendement récent, a dit « Le risque existe que pour différentes raisons, dont peut-être une attention qui n'est pas suffisamment avisée ou la crainte d'une insécurité juridique, les parties intéressées ne fassent pas grand usage de la liberté qui leur est reconnue et conférée. » Je n'ai pas osé dire à mon ami Guy Horsmans qu'il était léniniste, parce que Lénine a dit « Le peuple n'a pas besoin de liberté, car la liberté est une des formes de la dictature bourgeoise. » Ça ne lui aurait sans doute pas fait plaisir, donc je ne l'ai pas appelé pour lui dire. Mais comment, dès lors, peut-on concilier, je dirais, cette exigence à la fois de liberté et cette exigence de sécurité? Je dirais, pour moi, 3 éléments me paraissent essentiels. 1, il me paraît essentiel que les spécialistes, les professionnels mettent tout en œuvre pour offrir aux entreprises des modèles de statut les plus innovants possibles. Et je salue Philippe Lambric dans la salle, mais nous avions, dans le cadre de la suppression des titres aux porteurs, mis en place une task force des maths. Je pense qu'il pourrait être utile encore de créer pareille task force pour vraiment offrir donc ce type de statut qui soit le plus innovant possible. Et dans son article, Guy Horsmans disait « Moi, je plaide pour une légitimité provisoire à toutes les normes et dispositions sociétaires et associatives que des ordres et organisations professionnelles dûment reconnues proposeraient aux parties concernées. » Et pourquoi ne pas aller plus loin? Notre ami Olivier va nous parler de la fiscalité, mais en fiscalité, vous avez des procédures de ruling. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer également qu'une entreprise ou un professionnel qui se dit « je pense à une structure un peu innovante en matière de droit des sociétés, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas soumettre celle-ci à un examen préalable qui donnerait donc cette légitimité provisoire à laquelle Guy Horsmans s'appelait. » Deuxième élément, c'est que je pense que dans cette perspective, il est essentiel pour moi que la disposition transitoire soit les plus claires et les plus précises possibles, et n'allongeons pas, comme certains le demandent, la période transitoire. Plus on allonge les périodes de droit transitoire, certains pourraient dire ce serait bien qu'on porte le droit transitoire à 10 ans. Je pense que plus on prolonge le droit transitoire, plus on favorise la procrastination et moins on favorise l'assimilation des nouvelles normes. Mais il y a un 3e point qui me paraît essentiel et sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est qu'il me paraît essentiel que si ce code des sociétés entre en vigueur, ce que j'appelle de mes vœux, ce soit en harmonie avec toutes les autres législations qui soient concernées par ce code des sociétés. Et on peut penser, et mon ami Olivier Herman vous parlera des aspects fiscaux et des aspects comptables, mais il n'y a pas que ça. Bien évidemment, il y a la fiscalité fédérale, mais pensez également à la fiscalité régionale. Nous avons commencé au sein de la Fédération à faire un relevé des fiscalités régionales qui étaient concernées par les modifications du Code des sociétés. En région flamande, nous en sommes à 6 pages de relevé de dispositions où il y a donc des implications du Code des sociétés. On peut penser au Code des droits d'enregistrement, articles 129 et 130. On peut penser aux attestations qu'on doit établir dans le cadre d'une transmission d'entreprise à taux réduit. Vous devez remettre des attestations comme quoi vous ne faites pas de réduction de capital. Mais il faudra bien dire ce qui se passe dans ces sociétés-là. On peut penser à d'autres législations en matière de bail à ferme. Le renom qui est donné par une société ne peut l'être que par une société de SPRL. Eh bien, je pense qu'il est essentiel
il ne suffit pas de dire que nous avons le plus beau code des sociétés du monde, mais il faut que nos entrepreneurs, nos praticiens puissent dire à leurs clients « mais le code des sociétés est beau, mais toutes les autres législations sont en cohérence avec ce code des sociétés ». Alors, vous voyez, je suis vraiment influencé, je dirais, par le phénomène russe. Lénine, en fin connaisseur du système révolutionnaire, disait « Il est plus agréable et plus utile de faire l'expérience d'une révolution que d'en écrire ». Et donc, je ne peux ici que remercier les auteurs du projet d'avoir commencé cette expérience d'écriture, mais je dis bien pour moi, elle est commencée, et je suis impatient de vivre pleinement avec tous les praticiens l'expérience de cette révolution. Merci de votre attention.